trancher le débat entre les libéraux et les communautariens, il ne faut donc pas se demander si finalement la société prédétermine les identités individuelles ou si au contraire ces identités préexistent à l'inscription d'un individu dans des relations sociales. Non, ce n'est pas donc en se plaçant sur la question descriptive de ce qui est que l'on peut trancher ce débat, mais en se demandant s'il est plus important, sur le plan sociopolitique, de valoriser l'émancipation de l'individu par rapport aux influences sociales, par rapport au déterminisme social, ou si au contraire, il est plus important de préserver la tradition, de valoriser la continuité dans la transmission des valeurs collectives. Alors pour comprendre la thèse communautarienne, on peut se demander quels sont donc les arguments que les communautariens pourraient mettre sur la table pour dire aux libéraux que ce qui compte, c'est la préservation de la tradition, bien plus que la défense de l'émancipation individuelle, la défense de l'individu face au poids de la collectivité. Un premier argument que certains communautariens pourraient invoquer, c'est en définitive ce qu'on pourrait appeler une justification assez conservatrice de la communauté, donc centrée vraiment sur l'idée de valorisation de la tradition et d'orgueil de l'individu. D'orgueil d'un individu qui croirait connaître mieux que tout le monde, mieux que les anciens, mieux que l'héritage accumulé au cours des années, ce qu'il serait bon de faire. Alors, effectivement, on peut se demander pourquoi, et quelque part, c'est quelque chose que peut-être dans vos relations intrafamiliales ou autres, auxquelles vous vous êtes déjà heurté, mais qu'est-ce qui ferait qu'une jeune personne, éventuellement, pourrait savoir subitement que ça devrait autrement, alors que dans le cadre familial, peut-être depuis plusieurs générations, on a toujours fait ainsi. Et peut-être d'ailleurs qu'on ne sait plus très bien pour quelle raison on l'a fait ainsi, mais on se dit bien que si tout le monde a toujours fait ainsi, il doit bien y avoir une raison, ça doit donc se justifier, il faut faire confiance au savoir accumulé au terme des générations. Peut-être savoir un peu absurde, mais pas forcément. Je ne sais pas, par exemple, si chez nous, il y a toujours une controverse quant à savoir s'il faut mettre les couteaux à droite et les fourchettes à gauche, ou l'inverse que l'on met à table. Objectivement, je pense que l'usage le plus commun revient à mettre le couteau à droite et la fourchette à gauche. Il se fait que nous sommes plusieurs dans la famille à systématiquement du coup devoir croiser parce que il se fait que l'habitude faisant, on utilise plutôt sa main droite pour la fourchette et la main gauche pour le couteau. Après tout, le mouvement de la fourchette me paraît plus difficile, plus fin à exécuter que le simple mouvement du couteau, et donc finalement j'utilise ma meilleure main, la main droite, pour manger avec ma fourchette. Et il y a donc se heurte finalement deux justifications. Une justification quant à la tradition qui fait que la fourchette se met plutôt à gauche et le couteau à droite, et d'ailleurs que dans les grandes assemblées c'est plus simple que tout le monde fasse la même chose, les mouvements du coude, mais néanmoins, nous, objectivement, ça nous oblige simplement, de manière un peu absurde, à devoir croiser. Et donc, mon père qui insistait vraiment pour que l'on mette toujours bien, conformément à la tradition, le couteau à droite et la fourchette à gauche, pour faire comme on lui avait appris en définitive, alors que nous voulions faire l'inverse. Exemple un peu absurde, est-ce que finalement la rationalité scientifique de l'économie des gestes et de faciliter les choses ne devrait pas plaider pour que nous voyons l'usage et que sur base de l'usage dans notre famille, il serait plus raisonnable, plus rationnel de mettre la fourchette à droite, et contrairement à ce que la tradition évoque. Et donc ne serait pas, étant donné notre contexte, une forme de progrès de s'émanciper de la tradition. On peut aussi se demander si quand même cette confiance dans la tradition ne nous fait pas oublier parfois que des choses qui étaient essentielles ou qui étaient importantes. Prenons un autre exemple. La tradition, notamment dans le cadre des religions chrétiennes, on disait qu'il fallait manger du poisson le vendredi. Était-ce important de manger du poisson le vendredi, précisément le vendredi? Il y a peut-être un récit en termes avec des références religieuses, mais est-ce que finalement ce n'était pas simplement une manière de nous rappeler la nécessité d'avoir une diversification alimentaire, la nécessité de manger aussi du poisson et pas que de la viande, et qu'il n'y avait pas finalement, à travers
un récit religieux, simplement ce qui paraît aujourd'hui être quand même quelque chose de sain, la diversification alimentaire. Et que en balayant l'importance de manger du poisson le vendredi parce que cela reposait sur des motifs religieux qui ne nous parlent plus, on a balayé aussi, dans pas mal de familles, cette importance de manger aussi du poisson et pas que de la viande, de diversifier, etc. Et que dès lors, on a jeté, en quelque sorte, le bébé avec l'eau du bain. On peut repenser aussi au carême, qui aussi, en récusant le fondement religieux qui accompagnait le carême, on a peut-être aussi oublié qu'il était sain, et d'ailleurs aujourd'hui des discours de nutritionnistes le répètent, il était sain d'avoir au cours de l'année des périodes où on mangeait de manière moins riche, plus raisonnable, et finalement que tout cela n'avait pas grand-chose à voir nécessairement avec la question religieuse, mais il y avait dans ce savoir traditionnel, accompagné de ce récit religieux, il y avait en fait une expérience accumulée au cours des années qui était du bon sens et auquel il y avait quelque chose qui était réellement bénéfique pour notre santé. Et du coup, en délégitimant les raisons qui étaient invoquées, puisqu'elles ont perdu leur force opératoire, leur force de conviction dans les sociétés contemporaines, on a aussi perdu ce qui était réellement positif dans ces pratiques mises en place. Est-ce que donc, parce que nous croyons mieux savoir, parce que nous regardons de haut peut-être au nom de la science certaines des justifications qui accompagnaient des pratiques traditionnelles, des habitudes, est-ce que finalement, là où nous nous croyons très savants, nous ne sommes pas finalement en train de nous détourner d'éléments importants pour notre santé, pour la cohésion sociale, etc. Et ne ferions-nous donc pas mieux de faire preuve de moins d'orgueil, de moins de prétention, et de se dire que si on a toujours fait ainsi, c'est qu'il y avait sans doute une bonne raison. Et même si nous ne parvenons plus à identifier les raisons de ces bonnes raisons, si nous ne parvenons plus à identifier ou si les motifs qui justifient ces pratiques culturelles, ces habitudes traditionnelles, si peut-être les motifs justement, les raisons qui étaient invoquées pour les légitimer ne nous parlent plus, ne sous-estimons pas peut-être ce qu'il y avait de pertinent, ce qu'il y avait de savoir emmagasiné, d'expériences riches dans ce que nous enseignaient les anciens. Ne sous-estimons donc pas l'importance et le poids de l'expérience passée. L'argument est sans doute loin d'être ridicule. L'argument mériterait peut-être, surtout dans nos sociétés contemporaines, d'être davantage réfléchi. Il y a effectivement peut-être une tendance que nous avons à balayer un peu trop facilement le passé et surtout à considérer comme n'ayant aucune validité ce que nous ne comprenons plus très bien. Or, c'est le risque avec les savoirs accumulés, c'est que les motifs initiaux peuvent avoir été perdus ou, comme je le disais tout à l'heure, il y a un instant, les motifs, la manière de les raconter, la manière de justifier un certain nombre de choses peut ne plus être parlant aujourd'hui, alors que c'est ce récit autour et pas la pratique elle-même qui devrait être remodernisée, j'ai envie de dire, mais que donc on risque de perdre le bébé avec l'eau du bain. Néanmoins, est-ce que ce type d'argument suffit à affirmer fortement le primat de la tradition sur la liberté individuelle, sur l'émancipation? Est-ce que on ne devrait pas plus raisonnablement se dire que ça ne peut justifier qu'au plus une forme de présomption en faveur du savoir traditionnel. En tout cas, une forme de modération dans notre critique, de ne pas balayer trop vite, d'être vraiment attentif, de réfléchir à deux fois avant de remettre en question ce savoir traditionnel. Mais est-ce que vraiment c'est un argument qui est suffisant en lui-même ? Parce que d'un autre côté, on pourrait aussi considérer que ces traditions, ces pratiques habituelles, ces usages sont le résultat de choses fortement contestables. Par exemple, le résultat de rapports de force, pensons par exemple de rapports de force entre des groupes sociaux, entre des sexes, entre les genres, et que finalement c'est l'héritage de la domination patriarcale, par exemple, la domination des hommes sur les femmes pendant des années, qui se reflète dans certains des usages, dans certaines des traditions. Donc, clairement, en reproduisant toujours ces savoirs passés, on peut aussi
pas tellement finalement donner raison au savoir des anciens, mais surtout reproduire des inégalités, reproduire des rapports de force, reproduire des situations d'injustice. Un argument trop fort en faveur de cette position conservatrice s'oppose en définitive à tout réel progrès sociétal. On pourrait d'ailleurs se dire, essayer de retourner l'argument contre lui-même et dire que c'est justement l'héritage du passé, c'est ce savoir accumulé qui fait en sorte qu'aujourd'hui on en sait plus que les anciens, qu'aujourd'hui on peut peut-être être en position de remettre en question ce savoir des anciens, pas tellement parce qu'on est plus intelligent qu'eux, mais simplement parce qu'on s'appuie sur leur savoir, qu'on s'appuie sur l'accumulation des connaissances. Il y a une image peut-être pour exprimer cela, c'est celle du nain sur les épaules du géant. Image qui a l'avantage de ne justement pas être prétentieuse, de reconnaître que nous sommes aujourd'hui que des nains par rapport au savoir accumulé, par rapport aux générations précédentes, qui sont présentées comme étant le géant. Donc nous sommes des nains, mais néanmoins nous voyons plus loin que le géant, parce que nous nous dressons sur les épaules du géant. Peut-être est-ce cela d'ailleurs le progrès, peut-être est-ce cela ce qui rend possible le progrès, et un progrès qui ne soit pas nécessairement une rupture avec le passé, qui ne soit pas un dénigrement du passé, mais qui soit au contraire un progrès qui s'appuie sur le passé. Nous sommes des nains, mais grâce au fait que nous nous appuyons sur le savoir accumulé, grâce au fait que nous venons après les générations précédentes, peut-être quand même pouvons-nous espérer voir plus loin qu'elles.